Bon retour sur ma chaîne et bienvenue selon votre cas. Aujourd'hui, nous allons parler acte professionnel dans le cadre du rôle propre et du rôle sur prescription. Donc, il va être question de compétences, d'activités, de responsabilités et bien sûr de rôle propre et de rôle sur prescription. Donc, nous allons commencer par parler des objectifs de cette vidéo. Tout d'abord, c'est de clarifier la notion d'activité professionnelle, d'aborder les textes législatifs et les référentiels qui régissent la profession infirmière par l'appropriation du livret que vous avez certainement eu au début de formation, ce livret relatif à la profession infirmière de chez Berger-Levrault, le fameux livret bleu. Ensuite, faire le lien entre le référentiel d'activité et la compétence 3, parce qu'on va se contenter de la compétence 3, et repérer les modalités d'acquisition d'une compétence. D'identifier les textes qui régissent bien sûr la profession, de repérer les principes et valeurs qui régissent la profession, de repérer l'exercice et la responsabilité infirmière, et de distinguer les différentes activités de la profession, et enfin d'identifier le rôle propre infirmier. Dans un premier temps, je vais vous proposer quelques diapos avec des questions. Donc, je vous conseille de faire pause sur chaque diapo et d'essayer d'apporter vos réponses à ces questions. Et je vous retrouve, comme d'habitude, pour la correction. Donc, je vais reprendre avec vous chacune des questions et apporter des éléments de réponse. Alors, la toute première concernait la compétence. Tout d'abord, comment définissez-vous la compétence? Et ensuite, trouver une définition de la compétence en adéquation avec la profession infirmière. Alors, la compétence, selon le fameux livret bleu, c'est la capacité devant être maîtrisée par les professionnels et attestée par l'obtention du diplôme d'État. Mais c'est aussi une capacité qui est fondée sur un savoir ou une expérience que l'on reconnaît à une personne. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, une compétence, c'est une connaissance, une expérience qu'une personne a acquise dans tel ou tel domaine et qui lui donne qualité pour juger. Et enfin, selon Guy Le Boterf, la compétence d'un professionnel se reconnaît à sa capacité à gérer efficacement un ensemble de situations professionnelles. Et pour cela, il va devoir combiner et mobiliser plusieurs compétences ou ressources. Alors, pour donner une définition de la compétence en adéquation avec la profession infirmière, je vous propose celle de Montesinos. La compétence infirmière, c'est l'ensemble des interactions entre ses aptitudes, ses expériences, ses formations et ses attitudes. Ces interactions lui permettent d'observer et de comprendre sa situation de travail, puis de juger, de décider et d'agir afin d'apporter aux malades les soins dont ils ont besoin. Donc on retrouve bien cette notion d'interaction entre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-devenir et des savoir-être mobilisés lors des situations de soins. Et pour reprendre ce que je viens juste de dire, eh bien la compétence est la combinaison donc de plusieurs savoirs, donc des savoirs théoriques, ce qu'on appelle les savoirs procéduraux, les savoirs expérientiels, donc les savoir-faire, mais aussi des savoirs sociaux, des savoirs cognitifs et des savoirs comportementaux. Autrement dit, le savoir-être. La deuxième série concernait l'activité professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'une activité professionnelle? Comment la définir? Et au regard du référentiel d'activité, il fallait identifier l'ensemble des actes, activités et techniques de soins en lien avec la compétence 3. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une activité professionnelle? Comment définir une activité professionnelle? Eh bien,
Les activités professionnelles regroupent les activités, actes et techniques de soins qui permettent aux infirmiers et infirmières de donner des soins sur prescription médicale ou conseil médical ou bien encore en application du rôle propre qui lui est dévolu. Là encore, cette définition est donnée donc dans le fameux livret bleu à la page 21. Alors, au regard du référentiel d'activité, il fallait aussi identifier l'ensemble des actes, activités et techniques de soins en lien avec la compétence 3. Donc, dans la compétence 3, bien entendu, on retrouve tout ce qui est soins d'hygiène et de confort, donc notamment la réalisation des soins et activités liées à l'hygiène corporelle, avec les soins d'hygiène partiels ou complets en fonction du degré d'autonomie de la personne, l'aide totale ou partielle à l'habillage ou au déshabillage. Ensuite, il y a la réalisation des soins et d'activités liées à l'alimentation, avec la surveillance de l'hygiène alimentaire de la personne, l'aide partielle ou totale au choix des repas et à leur prise, la surveillance de l'hydratation et l'aide à la prise de boissons régulières, puis la réalisation des soins et activités liées à l'élimination, comme la surveillance de l'élimination, l'aide à l'élimination selon le degré d'autonomie de la personne, le contrôle de la propreté du matériel lié à l'élimination. Et on continue avec la réalisation des soins et d'activités liées au repos et au sommeil, avec notamment l'installation de la personne pour le repos et le sommeil, la surveillance du repos et du sommeil de la personne, la réfection d'un lit occupé, l'hygiène de la chambre, et l'organisation d'un environnement favorable à la tranquillité, au repos et au sommeil. Nous avons encore la réalisation des soins et activités liées à la mobilisation, avec l'installation de la personne dans une position en rapport avec sa dépendance, la modification des points d'appui de la personne en vue de la prévention des escarres, le lever de la personne et l'aide au déplacement, la mobilisation de la personne, bien évidemment. Nous avons aussi la réalisation de soins et d'activités liées à la conscience et à l'état d'éveil, avec la surveillance de la conscience, la surveillance de l'orientation temporo-spatiale, la réalisation d'activités de jeu ou d'éveil pour stimuler la personne, puis la réalisation de soins visant le bien-être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique. Là-dedans, on trouve le toucher à visée de bien-être, l'organisation de l'environnement en rapport avec le bien-être et la sécurité de la personne, l'aide à la relaxation, la valorisation de l'image corporelle, de l'estime de soi et des ressources de la personne. Et enfin, nous avons la réalisation d'activités occupationnelles et ou de médiation, ce qui regroupe des activités visant à l'animation ou à l'occupation de la personne en lien avec son âge et son autonomie. Ça peut être des activités visant à maintenir le lien social ou des activités visant à maintenir le niveau cognitif et la mémoire. La troisième série de questions concerne les modalités d'évaluation de la compétence. Alors, comment évalue-t-on une compétence ? À quoi sert un critère d'évaluation et à quoi sert un indicateur? Alors, comment évalue-t-on une compétence? Eh bien, la réponse se trouve dans notre fameux livret bleu. En l'occurrence, le référentiel de formation des infirmiers a pour objet de professionnaliser le parcours de l'étudiant, lequel construit progressivement les éléments de sa compétence à travers l'acquisition de savoir et savoir-faire, attitudes et comportements. Donc les compétences sont évaluées à partir des différents savoirs mobilisés lors d'une situation clinique pour répondre à une problématique de santé d'un patient. Pour ce faire, l'infirmier doit faire appel à ses savoirs techniques et scientifiques, c'est-à-dire ses savoirs en anatomie, en physiologie, en pharmacologie, ses connaissances sur les processus pathologiques. Il doit faire appel aussi à ses savoirs procéduraux. Il s'agit là des protocoles à respecter, comme par exemple lors du recueil d'informations sur la recherche d'antécédents ou les habitudes de vie et d'hygiène. Il fait appel aussi à son savoir-faire méthodologique, à savoir le raisonnement clinique, à son savoir-faire technique. Là, il s'agit des pratiques de soins comme les perfusions, les injections, les pansements, etc. Mais aussi son savoir-faire pratique, comme la surveillance de l'état du patient à travers l'état de conscience, les constantes, le taux de glycémie, la douleur, etc. Et enfin, ses savoirs sociaux, par exemple pour l'éducation du patient ou lors du travail en réseau. Alors maintenant, à quoi sert un critère d'évaluation? C'est en fait ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée et ce qu'on veut vérifier exactement pour dire que cette compétence est maîtrisée. Et enfin, à quoi sert un indicateur? Alors d'abord, les indicateurs sont des éléments détaillés qui permettent de dire que la compétence est maîtrisée. Ça correspond aux signes visibles que l'on peut observer et aux signes qui apportent de bonnes indications.
Dans la quatrième série, il est question d'identifier les principes et les concepts qui sont mobilisés dans l'évaluation de la compétence 3. Alors, ces principes et concepts qui sont mobilisés, eh bien, ce sont les besoins de la personne, c'est l'autonomie, cette autonomie qu'il faut maintenir et restaurer. Ça va être la pudeur, l'intimité, les règles d'hygiène et de sécurité, le bien-être, le confort, la qualité de vie, mais encore les principes d'ergonomie, les règles de l'hydratation et de la diététique et la prévention des risques. Alors, cinquième question, quel lien faites-vous entre le référentiel de compétences, le référentiel d'activité et le titre premier intitulé Profession d'infirmier ou d'infirmière du Code de la santé publique, à savoir donc les articles R 4311-1 jusqu'à l'article R 4311-15 concernant l'exercice de la profession et les actes professionnels. Alors, bien sûr, je vais me référer donc à ces différents articles. Dans l'article R 4311-3, il est dit que relève du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et dans ce cadre, l'IDE a compétence pour prendre les initiatives, donc il n'y a pas de prescription médicale dans ce cas-là, et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R 4311-5, R 4311-5.1 et R 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées, c'est-à-dire les actes de soins, et il les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Et il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. Donc il y a des notions importantes. Cet article concerne le rôle propre. Il concerne donc les fonctions d'entretien de continuité de la vie, notamment en lien avec un manque ou une diminution d'autonomie. Ce rôle propre relève de l'initiative de l'infirmière. L'infirmier a compétence pour prendre ses initiatives, à condition bien entendu d'avoir bien identifié les besoins de la personne, d'avoir identifié la problématique, c'est-à-dire le diagnostic infirmier, d'avoir déterminé les objectifs et de mettre en œuvre les actions qui sont adaptées, puis les évaluer. En ce qui concerne ces soins qui sont à l'initiative de l'infirmier, il est possible d'élaborer des protocoles de soins infirmiers. Mais ces protocoles n'émanent pas d'un infirmier seul, mais d'une équipe soignante. Et enfin, relève du rôle propre le dossier de soins infirmiers, de sa conception jusqu'à sa gestion. Et là encore, l'infirmier ne le fait pas seul, c'est quelque chose qui se fait en équipe. L'article R 4311-4 apporte un peu plus de précision. Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'IDE peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques, qui l'encadrent dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque l'infirmier effectue des soins dans un établissement hospitalier, un service hospitalier ou encore un service à domicile ou dans une EHPAD ou autre, l'infirmier donc peut assurer ses soins avec la collaboration, et ce mot de collaboration est important, des AS, des AP ou des AMP, mais ce sous sa responsabilité. Ça veut dire que l'infirmier doit encadrer ses collaborateurs, et ce, dans la limite de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. C'est-à-dire qu'il doit veiller déjà à ce que ces professionnels soient formés, c'est leur formation qui leur donne la qualification, et il doit donc vérifier qu'ils ont les compétences nécessaires à collaborer pour les soins du rôle propre. C'est-à-dire qu'il doit s'assurer de la compétence de ses collaborateurs. Cette compétence, normalement, elle est liée à leur diplôme, un diplôme acquis à l'issue de leur formation. Mais il est précisé aussi que l'infirmier encadre ses collaborateurs.
Donc ça veut dire qu'ils s'assurent de leur qualification réelle et que les soins auxquels ils collaborent sont réellement faits et bien faits. Ensuite, l'article R4311-5 évoque la liste des actes, donc vous les retrouvez dans le livret bleu. Dans le cadre de son rôle propre, l'IDE accomplit des actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement, et comprenant son information et celle de son entourage. Donc s'ensuit toute la liste des soins. D'abord, les soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement, la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire, la surveillance de l'élimination intestinale et urinaire, l'installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie et son handicap, la préparation et la surveillance du repos et du sommeil, le lever du patient et l'aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation, puisque ça relève du kiné, la prévention et les soins d'escar, la prévention non médicamenteuse et thrombose veineuse, et là il est question des bas de contention, la toilette périnéale, les soins de bouche avec application de produits non médicamenteux, la détection de parasitose externe et les soins aux personnes atteintes de celle-ci, et la participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables. Alors voyons maintenant la question suivante. Les articles R4312-2, R4312-25, R4312-26, entre autres, présentent des principes fondamentaux du soin infirmier. Comment ces principes peuvent-ils s'exprimer dans la vie professionnelle? Alors, l'article R4312-2 nous dit l'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille. Donc là, on retrouve trois concepts essentiels, le respect de la vie, la dignité, l'intimité. L'article R4312-25 nous dit l'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience, quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quelle que soit l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation. Donc là, on retrouve le principe de non-discrimination. Et enfin, l'article R4312-26 nous dit l'infirmier ou l'infirmière agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient. Alors, je vais vous reparler donc de ces grands principes. Tout d'abord, le respect de la vie et de la personne. Ce principe doit être approché du respect du corps humain qui est prévu à l'article 16 du Code civil, qui dit « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. » Cela nous renvoie à des notions très importantes parce qu'il faut déjà déterminer quand commence la vie, à partir de quand on devient une personne. Ça, c'est du ressort de l'éthique. Ce respect de la vie de la personne met à la charge de l'infirmier un devoir d'humanisme et d'humanité. Les soins prodigués aux patients doivent être faits en vue de maintenir la vie, de la préserver, de la privilégier et ne commettre aucun acte susceptible de lui porter atteinte. Ce qui laisse à penser, bien entendu, que l'euthanasie est quelque chose d'exclu. Ensuite, le respect de la personne, du malade, passe par le respect de son intégrité corporelle qui ne doit subir aucune atteinte non justifiée par intérêt thérapeutique. Donc, cette notion d'intégrité corporelle, elle se trouve au cœur des dispositions qui prévoient de protéger le corps des atteintes subies par autrui, à ériger une espèce de bulle de protection autour du corps de la personne. Et cela en réponse à toutes les horreurs qui ont été commises, par exemple par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la protection du corps humain est assurée notamment par les lois bioéthiques, qui ont d'ailleurs introduit dans le Code civil les articles 16 et suivants du Code civil qu'on vient d'évoquer. Il a d'abord fallu définir ce qu'est le corps humain. Et les lois bioéthiques distinguent donc le corps, qui est donc l'enveloppe charnelle, et ce qu'il renferme, à savoir donc les éléments qui sont les organes, les tissus et les cellules qui peuvent être prélevés, et les produits comme par exemple les dents, le lait, etc., qui ont un autre régime. Donc le fameux article 16 précise donc le principe d'inviolabilité du corps humain, qui se rapproche de celui d'intégrité du corps humain.
Et ce principe d'inviolabilité, c'est une règle ancienne qui vise à protéger le corps humain contre les atteintes de tiers. Pourtant, il existe des atteintes à l'intégrité et à l'inviolabilité du corps humain qui sont légales. Par exemple, les vaccinations obligatoires ou le port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque. Mais d'un autre côté, une personne peut refuser de se soigner, notamment de faire un traitement ou de subir une opération. Donc, ces atteintes licites, comme les vaccinations obligatoires par exemple, sont en lien avec ce que dit l'article 16.3, qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. C'est le cas de la vaccination obligatoire. C'est pour protéger aussi la population, donc l'intérêt thérapeutique d'autrui. Bien sûr, est indissociable aussi la notion de consentement. Les lois bioéthiques parlent aussi des principes de non-patrimonialité et d'indisponibilité du corps humain. Ce sont deux principes qui sont liés. En fait, ça veut dire que le corps humain est indisponible, c'est-à-dire qu'il ne peut faire l'objet de conventions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, vendre des organes, ou son sang, ou son lait. Et quand on parle donc de protection de la vie humaine, ça concerne bien sûr le droit à la vie, mais également le droit à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun est libre de se donner la mort. Le suicide n'est pas réprimé pénalement. Néanmoins, attention, la provocation au suicide, elle est réprimée. Un autre aspect, effectivement, de cette question, c'est aussi l'euthanasie, qui se définit comme le droit de demander à autrui de donner la mort à soi-même. Et c'est prohibé en droit français. Toutefois, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie a apporté des précisions. Pour autant, elle ne légalise pas l'euthanasie, mais elle fait l'obligation de dispenser des soins palliatifs. De plus, elle permet à toute personne en phase terminale d'une affection grave et incurable de décider de limiter ou d'arrêter les traitements. Et ça, je pense que nous en reparlerons ultérieurement. Alors, et l'infirmier dans tout ça? L'infirmier doit protéger le malade. Ainsi, l'infirmier doit le préserver de tout risque accidentel, lié ou non à son exercice professionnel, à savoir les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, par exemple l'apparition d'escarres, les infections nosocomiales, un accident par défaut de vigilance, etc. Qu'en est-il maintenant du respect de la dignité et du principe de non-discrimination? Cela veut dire que le patient doit être traité avec égard et ne doit pas faire l'objet de propos ou d'attitudes équivoques de la part des soignants. En effet, aucune discrimination n'est possible dans l'exercice de la profession. Par exemple, la contention physique du patient pour le confort de l'équipe et non dans un souci de sécurité, ou encore l'utilisation abusive et systématique de protection en gériatrie, ce sont des atteintes à la dignité de la personne. La dignité est un principe sans limite. En effet, le principe de dignité est proclamé dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. La dignité s'apprécie sur un double registre, une expression irréductible de ce qu'est l'être humain et l'engagement collectif à défendre cette valeur, comme le dit Gilles Devers. Alors, bien entendu, l'homme malade peut se retrouver incapable de décider avec discernement. Ça ne veut pas dire qu'il perd sa dignité. La dignité est directement liée à l'être humain. C'est inaliénable. Donc pour l'infirmier, il s'agit de concilier la défense de la vie, qui est un élément de nature objective, et la vie du patient, qui est l'expression de son individualité. La dignité, c'est le respect de l'être humain en tant que sujet doué de conscience et de raison, y compris lorsque celles-ci sont affaiblies. Donc c'est une notion très vaste. Qu'est-ce que ça a comme conséquence au quotidien pour les infirmiers? Il s'agit de dispenser des soins consciencieux, quelle que soit la personne, quel que soit son sexe, sa nationalité, etc. Il s'agit de soigner sans tenir compte des situations financières ou sociales, bien sûr, d'éviter toute situation dégradante, humiliante, par exemple des remarques sur l'hygiène, le non-respect de la pudeur, etc. Ça veut dire informer le patient, tenir compte de ses avis et les solliciter, le laissant ainsi maître de sa vie. Mais aussi limiter la dégradation physique et mentale quand c'est possible. Ça fait appel donc à la lutte contre la douleur physique ou psychologique. Et attention à l'utilisation de certaines phrases, comme par exemple « elle a bien mangé ». Bon. Ça veut dire également ne pas contraindre. Le refus de soins est quelque chose qui est à respecter s'il est conscient. Alors attention de ce fait aux moyens de contention. Enfin, le consentement libre et éclairé des patients
doit être demandé, hein, c'est dans la charte du patient hospitalisé et des droits des patients. Et il faut aussi accueillir les proches, respecter les volontés du patient en fin de vie. Donc le respect de la dignité a 4 corollaires. Le respect des compétences légales, le respect du secret professionnel, le respect de la confidentialité des soins et le respect de l'égalité. Voyons maintenant le respect de l'intimité. Alors l'intimité, eh bien, ça concerne la vie privée, la vie familiale, la vie professionnelle, les correspondances, etc. C'est une donnée opérationnelle et elle doit rester une préoccupation de chaque jour. L'intimité peut être mise à mal, hein, par les règles de la vie en collectivité. Donc respecter l'intimité, c'est restaurer la dimension humaine au moment où la personne est ébranlée, diminuée parfois par la maladie. Donc c'est un domaine très vaste, très souvent mis à mal par le soignant, par les mains du soignant, mais aussi par ses yeux et ses comportements. Donc il y a des mesures simples, hein, pour respecter l'intimité, hein. Déjà, fermer les portes, recouvrir le patient autant que possible, utiliser les rideaux, utiliser les paravents, etc. Alors c'est aussi respecter les moments privilégiés avec la famille, respecter donc les appels téléphoniques, respecter les visites, c'est-à-dire savoir décaler les soins pour permettre aux visites d'être présents et ou sortir, hein, quand il y a des visites. Dans la question suivante, il fallait donc proposer une définition de la responsabilité infirmière, dont cette définition elle est donnée par l'article R 4312-14. L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qui l'encadrent. La notion de responsabilité ressort du langage courant. C'est le sentiment d'avoir à répondre d'une situation en référence à un ensemble de règles sociales et morales. La prise de décision, elle, s'organise en fonction de cette approche. Être infirmier, c'est prendre ses responsabilités pour assurer la meilleure prise en charge du patient à ce moment-là. Et la relation de soins suppose un engagement, une dynamique animée par une force de conviction. Alors il faut distinguer responsabilité juridique et responsabilité morale. Il existe souvent une confusion entre ces deux approches. Alors, la responsabilité morale s'apprécie sur le plan personnel, alors que la notion juridique n'intervient que dans un second temps et suppose l'analyse des circonstances conduites en fonction des règles de droit. Alors, la responsabilité morale sollicite le sens des responsabilités et l'autre, de nature juridique, elle répond à un conflit d'intérêts susceptible d'être tranché devant les tribunaux. Alors, en ce qui concerne la responsabilité juridique, on distingue 3 régimes complémentaires qui se définissent en fonction de leur objet. La responsabilité civile ou administrative, celle qui mène normalement à une indemnisation de la victime par le responsable. Ensuite, on a la responsabilité pénale. Dans ce cas, une peine est prononcée à l'encontre de l'auteur des faits, reconnu coupable d'une infraction. Et enfin, la responsabilité disciplinaire. Là, c'est l'aspect professionnel des fautes. Alors, lorsque la faute d'un professionnel entraîne un préjudice à un patient, sa responsabilité peut être mise en cause. Et la responsabilité engagée est différente en fonction des attentes de la victime. Il peut s'agir d'une sanction et ou d'une indemnisation. Et elle peut être différente aussi selon le mode d'exercice du professionnel de santé, notamment s'il exerce dans le privé ou dans le public. Lorsque la victime souhaite sanctionner l'auteur d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité, les juridictions compétentes rechercheront la responsabilité pénale. Lorsque la victime souhaite bénéficier d'une indemnisation d'un préjudice, c'est la responsabilité civile qui sera recherchée. Si l'auteur des faits reprochés est un agent du service public, c'est, sauf exception, la responsabilité administrative que l'on tentera d'engager. Dans la question suivante, il s'agissait de définir le rôle propre infirmier. Et ce rôle propre infirmier, il est défini dans l'article R 4311-3, qui dit que relève du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Et dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R 4311-5 et 6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Et enfin, il est chargé de la conception, de la gestion et de l'utilisation du dossier de soins infirmiers. Dans cet article, le rôle propre est défini par cette approche générale. Le décret n'est absolument pas limitatif. Le texte ne fait pas référence à une pathologie, mais à l'autonomie de la personne. En outre, l'évaluation des besoins peut porter sur un patient ou un groupe de personnes, d'où une sollicitation pour le rôle sanitaire et éducatif infirmier. La notion de rôle propre, elle renvoie à la notion de compétence même de l'infirmier. Et les soins infirmiers relevant du rôle propre sont définis aux articles R4311-3 à 5. Alors, dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier a l'obligation, après avoir évalué les besoins du malade et posé un diagnostic infirmier, de prendre l'initiative de ses soins. Cette notion d'initiative, elle est importante en ce qui concerne le rôle propre. Et d'en organiser la mise en œuvre, d'encadrer et de contrôler les AS ou AP dont il peut solliciter la collaboration après s'être assuré de leurs compétences du fait de leur formation. Donc, dans le cadre du rôle propre, 3 notions sont importantes. Il a compétence pour poser un diagnostic infirmier, il a l'initiative des soins, et ensuite il gère ses soins et les évalue. Si l'infirmier ne prend pas l'initiative de ses soins et qu'il en résulte un dommage pour le patient, il est susceptible d'en répondre et de voir sa responsabilité engagée. Il appartient à l'infirmier de lui donner toute son ampleur à ce rôle propre et de ne pas le minorer au regard des soins effectués sur prescription médicale. Je vais vous donner un exemple qui émane d'un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, dans sa chambre sociale, du 15 avril 1993. C'est un peu vieux, mais quand même. Par cet arrêt, il a été jugé que le licenciement d'un infirmier est légitime dès lors qu'on peut considérer comme faute professionnelle le défaut de retournement d'un malade paraplégique, même si cette tâche n'est pas précisée dans le cahier de consignes, mais relevée de sa responsabilité. Alors, l'infirmier en question n'a pas pu soutenir qu'il ne l'avait pas fait au motif que le médecin ne l'avait pas précisé, en fait. Et en effet, il s'agit d'un acte qui relève de son rôle propre, qu'il a l'initiative de gérer en dehors de toute consigne du médecin. Alors, qu'est-ce qui caractérise le rôle propre? Et tout d'abord, c'est un rôle difficile. Bien que codifié et décrit, il se joue dans une mouvance existentielle. Là, c'est pas moi qui le dis, je cite Monique Formarié dans un article de recherche en soins infirmiers, qui précise par ailleurs que la complexité est grande dans le rôle propre, non pas si le but est le geste en soi, mais si la finalité est d'intégrer ce geste à toute une dimension unique et humaine. Ensuite, c'est un rôle exigeant. Alors, en apparence, c'est une sphère de travail moins gratifiante que le rôle prescrit par le médecin, au travers duquel le geste technique est valorisé. En réalité, ce sont les actions relevant du rôle propre qui optimisent et assurent la qualité des prestations de soins. C'est un rôle qui est toujours nouveau, puisque l'application du rôle propre est toujours différente d'un individu à un autre et offre un caractère original pour chaque patient. Walter Esbin dit des actions relevant du rôle propre que ce sont des petits gestes, des petits détails au caractère anodin, peu mesurables, non spectaculaires, nécessitant une analyse et une adaptation constante. Enfin, c'est un rôle riche. En effet, on pourrait dire qu'il n'y a pas un rôle propre, mais une pluralité. Le rôle propre, bien que banalisé, est décrit comme des soins de base et il est multidimensionnel. Cela nécessite de s'interroger sur le sens que l'on donne aux soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, et par cela au sens que l'on donne à la vie. On peut considérer la vie comme une simple horloge biologique, et à ce moment-là, le rôle propre est banalisé. Ou alors on peut considérer la vie comme une entité biologique, psychologique, sociale et culturelle, ce qui induit à ce moment-là une approche multidimensionnelle. C'est un rôle qui est porteur d'avenir,
puisque la profession d'infirmier n'a réellement d'avenir comme profession autonome que dans la mesure où elle se réappropriera pleinement ce qui est de son champ propre d'intervention. Valoriser le rôle propre et reconnaître un savoir propre, c'est ce qui permet le passage du statut social d'auxiliaire du médecin à celui de professionnel de santé. C'est par ces gestes-là que l'infirmier peut retrouver une zone d'autonomie où exercer pleinement sa créativité et justifier d'un haut niveau de qualification. C'est là qu'il est possible d'investir dans un champ véritablement spécifique. Alors oui, ce rôle propre est porteur d'avenir car bien qu'il étaye son présence sur des étapes de son histoire, il forge son avenir en s'enracinant de plus en plus dans une science infirmière. En effet, l'histoire des pratiques soignantes et l'histoire des infirmiers pèsent lourd dans la façon dont on considère ce métier la plupart du temps, mais l'avenir, c'est plutôt de rechercher à s'appuyer sur une démarche scientifique, sur la science infirmière elle-même. Alors dans la dernière question, il fallait donc remplir le tableau et dire si le soin dont il était question relevait du rôle propre, du rôle sur prescription ou d'un rôle avec des conditions particulières. Vous pouvez faire pause pour prendre connaissance plus amplement des réponses, notamment en ce qui concerne les articles concernés. Néanmoins, je vais reprendre chaque acte. Donc, la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire, bien sûr, c'est du rôle propre, tout comme les soins de bouche avec un produit non médicamenteux. En revanche, la mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres, bien sûr, c'est du rôle sur prescription. La recherche de cycles de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif de contention, c'est du rôle propre. L'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et la surveillance de la personne sous cet appareil, rôle propre également. En revanche, la pose d'une sonde à oxygène et le recueil aseptique des urines, c'est un rôle sur prescription. La surveillance alimentaire du nourrisson, ça fait partie des actes qui doivent être dispensés en priorité par les puères. La perfusion de produits d'origine humaine, notamment par exemple le sang ou les produits dérivés du sang, c'est un acte sur prescription médicale. Le recueil de données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée type glycémie capillaire, c'est du rôle propre. L'adaptation des traitements antalgiques, c'est le rôle sur prescription. L'irrigation de l'œil et l'instillation d'un collyre, ça relève du rôle propre. La pose de bandage de contention, rôle sur prescription. La surveillance de pansement d'ulcère, rôle propre, tout comme l'entretien d'accueil du patient et de son entourage. L'utilisation d'un défibrillateur manuel, il s'agit d'un rôle sur prescription et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Et les deux derniers, l'installation du patient dans une position en rapport avec son handicap et la participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables, eh bien, il s'agit du rôle propre. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de revoir certaines notions essentielles. Je sais que l'UE 1.3 n'est pas forcément l'UE préférée des étudiants et pourtant elle est vraiment très importante. La semaine prochaine, je vous parlerai plutôt de pharmacologie puisque nous ferons quelques révisions dans le cadre de l'UE de 11. À bientôt!